fixe. Alors Anton, ta venue ici sur Bugarach suscite beaucoup d'engouement. C'est la première fois que tu viens ici? Oui, c'est la première fois. Je ne connaissais pas du tout cette région, donc voilà, je viens d'arriver il y a à peine 2 heures, donc je découvre. En tout cas, ça a l'air très sympa, l'accueil est chaleureux, tout se passe bien. Et tu avais entendu parler de Bugarach avant? Oui, surtout avec cette histoire-là en 2012, mais sinon auparavant pas trop. Pas trop. J'avais vu un ou deux reportages auparavant où il était question d'extraterrestres, de choses un peu parallèles de cet ordre-là, mais sans plus. En fait, je ne connaissais pas plus que ça. Donc tu as écrit à peu près 9 ouvrages, donc tu es connu, tu as un lectorat assez large, mais tu t'exprimes très peu. C'est pour ça que ta venue est assez exceptionnelle. Est-ce que tu as l'habitude, comme ça, d'organiser des conférences ou de participer à des débats? Depuis 2015, j'en fais régulièrement. C'est vrai que pendant 10 ans, on ne m'a pas vu. C'était assez volontaire, en tout cas pour de la conférence. Voilà, donc depuis 2015, maintenant, on voit assez régulièrement. J'ai fait plusieurs débats de conférences, des dédicaces aussi. Donc on commence à voir un peu plus ma figure. Mais c'est vrai que voilà, pendant une bonne dizaine d'années, on ne savait pas trop qui était Anton Parks. Et ça a créé le buzz, malgré moi d'ailleurs, ce n'était pas du tout calculé. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Est-ce que demain on va en savoir un peu plus sur toi? Je sais pas, moi je suis là pour parler de mes travaux, de mes ouvrages, de mon dernier notamment sur effectivement les Templiers, ce que j'ai pu découvrir autour de ce thème. Mais oui, bon, je pense qu'on aura l'occasion de discuter, j'aurai l'occasion de voir pas mal de personnes, donc ça risque d'être intéressant, les échanges vraiment passionnants, quoi. Alors là, dans tes précédents ouvrages, tu as rendu accessible à beaucoup de personnes donc les textes sumériens et égyptiens. Et là, justement, d'où est venu cet intérêt pour les Templiers? Bah, complètement par hasard. Moi, à la base, les Templiers, c'est pas franchement une spécialité. Voilà, comme je travaille justement sur l'Égypte ancienne beaucoup et la Mésopotamie, je me suis rendu compte que obligatoirement, à travers l'histoire de Moïse notamment, qui est selon moi Ramosé, à savoir le vizir d'Akhenaton. Je pense que les Templiers ont donné, en fouillant comme ils l'ont fait, ils ont aussi passé beaucoup de temps en Égypte, c'est ce que je vais expliquer dans la conférence demain. Ils ont eu accès à des documents, ils ont eu accès à des traditions, même orales, j'imagine. Il faut savoir que la gnose provient d'Égypte, hein, la gnose, c'est la gnose égyptienne. Tous les textes gnostiques proviennent d'Égypte. Donc, alors, officiellement, on ne les avait pas encore découverts, on les a vraiment découverts qu'en 1945. Mais voilà, j'imagine qu'à l'époque des Templiers, les traditions se transmettaient oralement. Et bon, voilà, je pense qu'ils ont été en contact avec pas mal de traditions et sans doute aussi des documents dont on n'a pas eu accès aujourd'hui. Et donc j'imagine, et à travers donc, toutes ces découvertes que j'ai faites, à travers aussi bien sûr la déesse mère Hathor, je pense qu'il voilà, y a une connexion importante à faire chez les Templiers. Je pense qu'ils ont découvert quelque chose qui a posé problème chez les chrétiens, enfin voilà, auprès du pape notamment, qui les a couverts pendant pas mal de temps, puis au bout d'un moment c'était plus possible. Ouais, on connaît à peu près tous la mythologie égyptienne liée à Isis, Osiris et Horus. Par contre, là, dans ton ouvrage, tu mets en lumière une figure féminine très intéressante, une certaine Nephthys. Oui, bien sûr. Nephthys est un personnage très très important. C'est la contrepartie d'Isis. Certaines traditions disent même que Nephthys aurait eu ou aurait été créée à partir des gènes d'Isis. Donc elles sont bien souvent d'ailleurs considérées comme des sœurs jumelles. Nephthys c'est la Marie-Madeleine égyptienne, hein, c'est très clair. Elle porte une tour sur la tête, un temple avec une coupe qu'on peut tout à fait comparer à la coupe du Graal. C'est la maîtresse du temple, hein. D'ailleurs c'est le nom qu'on lui donne. Voilà, c'était la maîtresse d'Osiris, elle est la maîtresse du temple d'Osiris, elle est la maîtresse
des traditions d'Osiris, et quand Osiris meurt, elle va devenir la maîtresse d'Horus, qui est donc, selon les traditions, la réincarnation d'Osiris. Voilà. Donc ça va être très compliqué aussi entre Isis et Nephthys. Il y a une histoire assez compliquée entre elles, qui n'est pas systématiquement bien expliquée dans les textes, mais quand on fouille, on trouve qu'il y avait quand même une grosse rivalité entre les deux déesses, quoi. J'ai noté que cette Nephthys, en fait, c'est elle qui octroie la royauté à l'élu de son choix. C'est ça, oui, oui. Donc on trouve cette idée-là, pas qu'en Égypte, on trouve ça aussi en Mésopotamie. Donc là, Nephthys se trouve sous la forme d'Inanna Ishtar, donc c'est strictement le même personnage. Et c'est elle qui, régulièrement, que ça soit en Égypte, dans les traditions égyptiennes et dans les traditions babyloniennes, mésopotamiennes, c'est elle qui, effectivement, va soigner le roi et va lui apporter la royauté. Donc à l'issue d'épreuves, d'une passion et d'une résurrection. Voilà. Donc on retrouve beaucoup d'éléments qui ressemblent étrangement au Nouveau Testament avec l'histoire de Jésus. Donc ça, ce sont des éléments que j'ai mis en parallèle dans mon dernier ouvrage, Corpus Deae. Et donc on en parlera demain, bien entendu. Voilà, donc je pense que ça aussi, ça fait partie des éléments, des traditions qu'ont dû découvrir, je pense, les Templiers et qui ont dû poser problème auprès du pape. Et est-ce que tu vas continuer à développer sur ce sujet-là ou tu vas revenir au texte sumérien dans tes prochains ouvrages? J'ai pas mal de projets, j'ai encore en cours beaucoup de traductions sumériennes, donc ça prend beaucoup de temps. Pour l'ouvrage La dernière marche des dieux, j'ai traduit les textes d'Edfou en égyptien, qui parle donc de la version égyptienne de l'Atlantide. Donc ça aussi, c'était un gros travail. Voilà, j'ai pas mal de travaux en cours. Là, je vais beaucoup plus me concentrer à partir de maintenant sur la suite des chroniques du Gnirkou. J'ai quand même délaissé les chroniques, à part le tome 0 qui est sorti par accident. Ça, je l'explique aussi dans l'introduction du livre du Nouréa, donc le tome 0, donc qui est sorti là en fin 2014. Mais sinon, j'ai délaissé les chroniques en 2010, donc la suite des chroniques est très attendue et je suis dessus, donc j'espère pouvoir sortir le prochain tome l'année prochaine. Et puis je me mettrai tout de suite derrière sur le tome suivant, il y a encore pas mal de travail. Puis de toute façon, je vais continuer à faire des essais, des livres de recherche comme Corpus Deae, comme le Testament de la Vierge ou Éden, ce genre de livres. C'est parce que ça me plaît aussi beaucoup. Dans la conclusion de ton ouvrage, tu expliques que plus tu avances dans tes recherches, plus tu as envie de prendre tes distances avec cette planète et les hommes qui l'habitent. C'est toujours le cas ? Oui, alors ça c'est peut-être pas seulement en rapport avec les recherches que je fais, c'est d'une façon générale, je pense peut-être aussi en vieillissant. Moi je me vois il y a encore une vingtaine d'années, tout fringant, en train de me dire bon bah voilà, vive la vie, vive l'amour, on est tous égaux et c'est parfait et c'est tant mieux et ça devrait être comme ça. Sauf qu'on se rend compte qu'au fil du parcours, que ça se passe pas toujours comme prévu et que bien souvent on est déçu par la vie, les gens ou plein de choses. On ne fait pas non plus spécialement aussi les meilleurs choix, même si on essaye de faire au mieux. Donc voilà, la vie est vraiment étrange. Après, voilà, elle permet aussi de faire des super rencontres. Moi, on m'aurait dit que je serais là aujourd'hui avec Alexandre. Voilà, j'aurais pas cru, quoi. C'est un honneur qu'Alexandre m'ait invité à cette manifestation, quoi. Donc je suis très content d'être là. Donc voilà, la vie réserve beaucoup de choses et c'est tant mieux. Mais bon, voilà, maintenant je reste quand même assez méfiant du genre humain. Ouais, voilà, je suis humain, mais voilà, l'être humain est très particulier quand même. C'est un prédateur. En tout cas, on attend demain pour assister à cette conférence et on te dit bon séjour à Bugarach. Tu sais ce qu'on dit, que lorsqu'on vient une fois, on y revient toujours. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci Antoine. Merci.